Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes si contents d'être de nouveau en votre compagnie tous les samedis pour parler auto avec vous. Mais on va faire un petit début d'émission un peu particulier. On va parler de vous qui nous écoutez autant à la radio, mais qui nous regardez aussi. Mister, l'ami Jean-Luc, salut, sur le digital. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous êtes très nombreux à nous écouter en digital, puisqu'en janvier c'est plus 54%, ce qui représente 2,4 millions d'écoutes de Sud Radio. Ah ouais. C'est la plus grosse progression de toutes les radios. Ne cherchez pas ailleurs, vous êtes au bon endroit, donc restez sur la fréquence. Eh ben exactement, fréquence aussi qui est dont on parle auto est très acteur comme toutes les autres émissions, avec entre autres sur YouTube vos fameuses vidéos qu'on va retrouver cette semaine. Ce sera quoi l'essai de la semaine? L'essai de la semaine, vous ne connaissez pas la marque, c'est un Maxus T90 EV, donc vous allez rester avec nous pour savoir. Et j'en profite pour passer un petit message. D'abord, on est en direct, donc je sais qu'il va y avoir quelques agriculteurs qui vont sans doute nous écouter. Et Jean-Marie Bordry me disait ce matin, tiens, avec le salon de l'agriculture, ça serait bien que tu fasses l'essai d'un tracteur. J'ai assez peu de connaissances et de contacts dans le monde du tracteur, mais si il y a en région parisienne, bien évidemment, s'il y a un agriculteur qui nous écoute et qui veut me partager sa passion du tracteur et me faire rouler quelques mètres avec le tracteur, je ferai l'essai de la semaine d'un tracteur. Quelques mètres, un peu plus quand même. Oui. Et je demande à être en votre compagnie. Voilà. Alors moi, j'ai déjà plutôt conduit quelques tracteurs dans ma vie, parce qu'on avait des fermiers. Vous serez belle comme un tracteur, comme ça. Tout neuf. Tout neuf, le tracteur. Tout neuf. Merci à vous tous et vous êtes aussi très nombreux sur la page Facebook. Ça fait partie du digital à nous rejoindre régulièrement. Donc continuez à nous rejoindre, la page évidemment Sud Radio Facebook. Alors au programme de la journée, on va parler entre autres des voitures qui sont recalées au contrôle technique dans quelques instants. 20% des voitures recalées au contrôle technique. Beaucoup, hein. Alors c'est beaucoup, mais en même temps le parc vieillit franchement. On est passé à plus de 12 ans. Et quelque part un parc aussi âgé avec aussi peu de contre-visites, on peut estimer que c'est plutôt un bon résultat. On est passé à plus de 12 ans d'âge moyen du parc. 12,6 même. C'est fou, c'est tombé cette semaine d'ailleurs. Nous allons évidemment parler d'environnement et le prix de la recharge baisse. Le prix de la recharge publique baisse. Bien, monsieur. Le prix du kilowattheure. Mais vous verrez que dans la recharge publique, ce qui est très compliqué, c'est qu'on vous fait payer tout un tas d'autres choses. Au global, alors le prix de l'électricité baisse pour la recharge publique, mais au final, ça vous coûte plus cher. Donc, on vous expliquera comment c'est possible. Quelle évolution pour le marché du pneumatique en 2024 Alors c'était en 2023. On a plutôt les chiffres de 2023. Et bien ça se passe pas très bien pour le marché du pneumatique. On verra ça avec Régis Audugé, qui est le directeur général du syndicat du pneu tout à l'heure. Je l'ai eu, il s'est pas encore pendu, donc on l'aura bien à midi 6 tout à l'heure. Côté classicar, on va parler d'une voiture que vous aimez beaucoup et moi aussi. Et je suis venu avec ce matin en plus. Voilà. On va parler du petit roadster Mazda MX-5 qui fête ses 35 ans. 35 ans, et c'est le roadster le plus vendu de l'histoire, et il y a toutes les générations sont aussi attrayantes les unes que les autres. Et puis nous allons aussi parler, alors écoutez bien, prenez le temps d'ouvrir vos oreilles, que vous soyez au volant, si vous êtes en départ de vacances ou au retour, soyez prudents. Compart Autopart. Alors ça se dit Compart Autopart. Voilà. Oui, mais il y a un T, donc ça faisait Compart Autopart. J'ai une affaire de Toto derrière l'église, rien à voir. Compart Autopart. Voilà. Compart avec un K, le premier comparateur de pièces auto en ligne. On en parlera. Et puis vous, au 0800 26 300 300, c'est la charmante, sympathique, généreuse et chaleureuse Aude qui vous accueille au 0800 26 300 300. Et tu sais à quel point Aude, je pense, ce que je viens de dire. Et notre jeune réalisateur Julien qui est aux commandes de cette émission. 0800 26 300 300, ou vous nous écrivez je participe @sudradio.fr et vous mettez bien On parle auto dans le et vous mettez bien votre numéro de téléphone surtout, s'il vous plaît. Et puis sur Sud Radio, la page Facebook de Sud Radio, vous êtes nombreux déjà. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Allez, c'est parti, on parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Allez, on continue, vous êtes déjà nombreux, hein. Il y a du monde là sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, on commence tout de suite en accueillant Laurent Palmier, qui est PDG du réseau Sécuritest, groupe SGS, leader du contrôle technique en France. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour Laurent qui a encore la langue de belle-mère dans la bouche parce qu'ils ont fêté ça. Il y a eu beaucoup plus de contrôles techniques l'année passée que les années précédentes. Donc évidemment, les organismes de contrôle technique ont fait la fête. Je viens de visualiser. Depuis que l'organisme technique central qui gère le contrôle technique a donné les chiffres. Combien de contrôles techniques l'an passé en France ? Alors je suis en pleine forme parce que je suis sur mon tracteur. D'ailleurs, je vous inviterai tous les deux. Il n'y a pas de contrôle technique pour les tracteurs ? Si, ça existe ? Non, ça n'existe d'accord, pas. Ouais, d'accord. Peut-être qu'un jour, à trop fréquenter les autoroutes, on sera obligé de les faire venir chez nous, mais c'est pas l'objet du sujet. Solidarité avec nos agriculteurs. Donc 1 million de contrôles techniques en plus l'année dernière. Comment ça peut s'expliquer ? À 26, un peu plus de presque 27 millions de contrôles techniques l'an passé. Ouais. Et comment on peut expliquer qu'il y a 1 million de plus que l'année d'avant ? Parce que le parc vieillit. Bah ouais. Pardon. Bah voilà, vous avez une partie de l'explication. Merci, au revoir, bon week-end. On est passé d'un âge moyen d'11,2 en 2014 à effectivement pratiquement 12,6 en 2023. C'est énorme. Ouais, le parc vieillit malgré ce que l'État voulait faire. Je crois que ça y est. Le contrôle technique du téléphone de Laurent Palmier expirait. Non, il est là. Il est toujours là. Ah bon, voilà. C'est voilà. Bon, ça fait partie des mystères. Formidable. Alors, Laurent, quels sont les véhicules qui doivent passer le contrôle technique ? Donc, c'est déjà tous les 4 ans, tous les 2 ans pour les véhicules qui ont plus de 4 ans. Voilà, c'est ça. C'est que la première fois, c'est quand ta voiture a 4 ans, et après, c'est tous les 2 ans. Voilà. Ensuite, alors les véhicules de collection, c'est différent. Les véhicules qui sont estampillés véhicules de collection sur le certificat d'immatriculation, c'est différent. Oui, c'est tous les 5 ans. Et puis, les véhicules d'avant 1960, donc bon, Laurent s'y échappe, mais autrement exemptés de contrôle technique, ceux-là. Bon, donc il y a quand même... Exempté si il est noté que le véhicule est bien un véhicule de collection sur le certificat d'immatriculation. D'accord. Bon, on a vu que l'âge moyen des véhicules avait considérablement augmenté ces 10 dernières années. Dans le parc, quelle est la proportion d'essence, de diesel, d'hybride, d'électrique qui sont contrôlés ? Alors ça bouge. Effectivement, ça bouge, ça glisse progressivement. On a un parc de véhicules essence qui croît, alors que pendant 15 ans c'était l'inverse qui se produisait, et ça vous le voyez sur la route au quotidien. Le parc électrique c'est 0,44, donc aujourd'hui c'est encore plus que marginal. Et vous verrez que ça aura sûrement un impact sur la notification de nos défauts, et ce sera sûrement un sujet que vous aborderez en fin de matinée dans le domaine du pneumatique, parce que on imagine qu'on va noter beaucoup plus de défauts liés aux pneumatiques sur les véhicules électriques dans quelques années. Et oui. Ce sont des véhicules qui mangent du pneu. Qui sollicitent plus les pneus. Ouais, le diesel est encore majoritaire aujourd'hui dans les véhicules qui sont contrôlés, malgré le fait que dans les ventes, le diesel s'est écroulé. Oui, ça va durer encore quelques années, parce que justement ce parc vieillit. Donc on se retrouve toujours à contrôler des véhicules qui ont une dizaine d'années de moyenne d'âge. D'accord. En plus, les diesels sont plus âgés. Alors ce qui est étonnant de voir dans ces chiffres, c'est que le parc de véhicules diesel est toujours très important, mais il vieillit, alors que le parc de véhicules essence, lui, augmente aussi, mais il rajeunit par contre. Oui, c'est lié aux achats depuis 7 ou 8 ans. C'est-à-dire qu'avant, même les gens qui faisaient 7000 km avaient pris l'habitude d'acheter des diesels. Ah oui, d'accord. On sait bien qu'aujourd'hui, il se vend quasiment pas de diesel depuis quelques années déjà. Est-ce qu'il y a un effet ZFE ? Il y a aussi une effet alors ZFE. Il y a un effet là sur les achats des véhicules, qui est symptomatique depuis le début de l'année. Vous savez, en Allemagne, les aides pour l'achat des véhicules électriques ont été stoppées. Et bien, le parc de diesel est repassé au-dessus. Les ventes de diesel sont repassées au-dessus des ventes d'électrique en Allemagne. En France, avec l'arrêt la baisse du bonus pour les particuliers et l'arrêt du bonus pour les entreprises,
je vous parie que dans les mois qui viennent, on va assister exactement au même phénomène. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où il n'y a plus d'aide, vont repasser sur du diesel parce que quand on roule beaucoup, c'est plus intéressant, d'être avec un diesel. Et puis il y a eu des gros progrès quand même de fait aussi. Moi je voudrais qu'on revienne sur le sujet là, des 20% des voitures recalées au contrôle technique en 2023. Ouais, c'est quoi les grosses défaillances? Quelles sont les défaillances qui sont les plus relevées? C'est souvent des défaillances qui sont liées à l'entretien. On a un peu plus de 10% des véhicules qui sont concernés pour les essieux, les roues, les pneumatiques. Rien que les pneumatiques, c'est près de 3,5% des défaillances. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est bien un élément d'entretien. On a aussi, on l'a déjà évoqué il y a longtemps ensemble, les éléments de signalisation et d'éclairage, les feux. Le réglage des feux de croisement, c'est près de 5% des véhicules. Qui sont notés en contre. Mais comment ça se dérègle? Comment ça se dérègle si on n'y touche pas? Ça se dérègle pas normalement les houssis, c'est si un feu de croisement, le problème c'est que, alors normalement si on n'y touche pas, ça se dérègle pas. Oui. On est d'accord. Mais il y a des véhicules sur lesquels le réglage est fait de telle façon que avec les vibrations, etc., ça peut bouger. Donc d'accord. Exactement. Ok. Et puis d'autres? Il n'y a pas de gros. Non, il n'y a pas de gros, il n'y a pas d'éléments hyper significatifs. En plus, là, on parle de près de 27 millions de contrôles. Donc, c'est des données plutôt macro dont on parle là. Il y a près de 7% qui concernent les nuisances. Alors, les nuisances, on pense souvent à pollution, mais c'est aussi les fuites. Donc, les fuites de carburant, les fuites d'huile, qui sont des problèmes au sens environnementaux et en termes de sécurité. Je pense à nos amis motards sur les ronds-points notamment. Donc on note beaucoup de fuites d'huile parce que le pack vieillit, parce que les véhicules sont plus anciens, donc c'est normal. On a quelques questions sur Facebook. Pourquoi c'est si long pour avoir un rendez-vous? Alors c'est pas que vous, Laurent Palmier, vous qui êtes PDG du réseau Sécuritest groupe SGS, mais les gens se plaignent d'avoir beaucoup de retard ou beaucoup d'attente pour aller au contrôle technique. C'est dû à quoi? On est encore sur l'effet après le Covid qui a tout redécalé? Alors peut-être pas en ce moment, mais c'est bien que vous ayez cette question-là, parce que je voulais l'aborder. Voilà. Mais c'est ce qui va se produire au-delà du printemps. Oui, c'est ce qui va se passer au-delà du printemps, parce que dans le domaine du contrôle technique, il y a une forte saisonnalité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'activités en novembre, décembre, janvier. Et on a beaucoup d'activités à partir du mois d'avril, mai. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'il y a beaucoup de transactions au printemps. C'est logique. Et donc, je vous rappelle qu'un contrôle technique a une validité de 6 mois pour vendre la voiture. Donc, du coup, on a beaucoup d'activités. Et donc, inutile d'attendre le mois de juin, parce qu'après, il y a d'autres problématiques, et vous l'avez déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pénuries de type de pièces avant de partir en vacances, ce serait dommage. Donc j'invite les gens à se prémunir d'aller au contrôle assez tôt. Et d'autant qu'il va y avoir d'autres contrôles techniques qui vont entrer en vigueur à partir du 15 avril. Il y a les deux roues. Donc ça va surcharger aussi les centres. Bon. Oui. Donc si on peut le faire, 15 avril, en effet. Voilà, si on rentre là dans le moment où il faut le faire dans 2-3 mois, prenons rendez-vous tout de suite, quoi. Voilà, n'attendons pas, quoi qu'on est en février, donc ça va. Bon courage pour le printemps qui arrive. Merci Laurent. À vous et à vos équipes. Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest groupe SGS, était avec nous. Merci beaucoup Laurent et bon week-end à vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Et dans quelques instants, quelques minutes, il y aura l'essai de la semaine avec le Maxus T90 EV. Vous ne savez pas ce que c'est peut-être, moi non plus. On va découvrir ça avec l'ami Jean-Luc qui sera au volant. Et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir, poser une question. Mon petit doigt et mon oreille me dit que c'est Christophe qui est avec nous au standard que l'on va découvrir et rencontrer dans moins de 4 minutes maintenant. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Vous qui avez une voiture électrique, savez-vous que le prix de la recherche publique baisse? On va en parler dans On parle auto avant midi, donc restez bien en notre compagnie. Mais tout de suite, on va laisser l'ami Jean-Luc prendre le volant d'une voiture. Non, on va écouter Christophe. On va dans quelques instants laisser l'ami Jean-Luc prendre le volant de la Maxus. Mais pour le coup, maintenant, on accueille Christophe au standard. Mon pauvre Christophe, Laurence voulait vous appeler. Maxus. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va?
Elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce qu'en fait, elle participe au salon de l'agriculture. Elle est exposée toute la semaine. Mais non, mais ça vient de commencer ce matin. Ça vient d'ouvrir. Vous êtes où, vous, Christophe ? En Bourgogne. Oh, bonjour Christophe. Bonjour. Bon, Christophe a une question intéressante et en plus qui mérite un long débat. Non, pas du tout, justement. C'est beaucoup plus problématique. Allez-y, Christophe. On vous écoute. Ça concerne les diesels modernes. J'ai vu que certaines personnes proposent, pour les rendre plus fiables, de supprimer ou de désactiver ce qui cause les pannes, le filtre à particules, l'AdBlue et la vanne EGR. Apparemment, ce serait de manière indétectable et ça fiabiliserait le moteur. J'aimerais savoir si c'est réellement indétectable, quel est le risque encouru et s'il y a une solution légale et meilleure pour fiabiliser un diesel en fait. Et puis, est-ce que je peux poser une autre question que celle de Christophe ? Est-ce que le moteur ne risque rien dès qu'on fait ça ? Alors, on va peut-être commencer par le b.a.-ba. Sur Sud Radio, on parle vrai. Exactement. À partir du moment où vous enlevez tous ces dispositifs de, on va dire, de post-traitement des gaz d'échappement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous allez améliorer la fiabilité. Ça, c'est vrai. Parce que la vanne EGR, c'est quoi ? La vanne EGR, elle prend des gaz d'échappement, elle les remet à l'admission pour diminuer les oxydes d'azote. Bon. On comprend bien que si on prend des gaz d'échappement, c'est un peu dégueulasse, qu'on les remet à l'admission, on va encrasser le moteur. Donc, le fait de supprimer la vanne EGR, oui, ça va augmenter les émissions de NOx à l'échappement, mais le paradoxe en France, c'est qu'on ne mesure pas les émissions de NOx à l'échappement des diesels. Alors que le diesel est le premier pourvoyeur de NOx. C'est 50% des émissions de NOx dans le pays qui sont dues aux véhicules diesel. Et la France va se faire épingler bientôt, je vous l'annonce là, par Bruxelles pour trop d'émissions d'oxyde d'azote. Voilà. Donc, si vous supprimez la vanne EGR, vous allez fiabiliser. Vous allez émettre beaucoup de NOx, mais on ne les mesure pas. Et vous allez diminuer les particules émises par le moteur. Mais par contre, si tu émets beaucoup de NOx, obligatoirement, tu vas avoir un impact sur la santé publique. Quoi. Non, mais après, c'est une histoire de conscience. Voilà. Là, c'est une histoire de conscience. Voilà. Comment tu te regardes dans le miroir. Donc, première chose. Ensuite, on élimine le filtre à particules. Le filtre à particules, bon, tout le monde aujourd'hui, je ne vais pas réexpliquer comment ça marche un filtre à particules, tout le monde le sait. Ça filtre les particules. Exactement. On ne fait pas que l'éliminer, il faut rentrer aussi dans la programmation du moteur, mais ce que des gens font très bien. Et ensuite, ils suppriment physiquement le filtre qui est dans l'échappement. Donc, bien évidemment, on va augmenter les NOx, on va augmenter les particules à l'échappement. Est-ce que ça bouge le moteur ou pas ? Est-ce que ça a un impact sur la moteur ? Oui, ça va fiabiliser le moteur. Ça le fiabilise. Voilà, ça va fiabiliser le moteur, mais vous allez tuer vos concitoyens. Bon, après, en tout cas, les rendre malades. Chacun voit midi à sa porte en la matière. Alors, il y a un truc qui est totalement incompréhensible, c'est que autrefois, quand vous supprimiez le filtre à particules, vous écopiez d'une amende de 7 500 €. C'était assez dissuasif. Mais pour désengorger les tribunaux, l'État a décidé que ça serait une amende délictuelle forfaitaire. Donc ça ne vous coûte plus que 150 € aujourd'hui en amende minorée si vous faites prendre avec un véhicule qui a le FAP qui a été enlevé. Est-ce qu'on peut détecter... Ça s'appelle défapé. Est-ce qu'on peut... Le dit Stéphane. Est-ce qu'on peut se faire piquer lorsqu'on défape un véhicule ? Alors la réponse là, autant pour la vanne EGR, il n'y a aucun risque puisqu'on ne mesure pas les NOx, autant... Pour les particules, oui, puisque le contrôle technique se fait désormais avec une mesure plus fine des émissions de particules et l'échappement. Donc là, un véhicule qui est défapé, vous ne passerez pas au contrôle technique. Voilà, boum. Et autant dire que si juste avant le contrôle technique, vous vous dites tiens, je vais remonter le filtre à particules, ça se fait pas comme ça. Donc à partir du moment où le véhicule est défapé, vous oubliez le contrôle technique, ça passera plus. Donc ce que font les gens malhonnêtes qui font ça, ils ont un cousin qui est contrôleur technique. Je sais pas ce que représente, parce qu'il n'y a pas de statistiques exactes, les faux contrôles techniques, mais moi je dirais 20% à peu près des contrôles techniques sont faux. Parce qu'il y a plein de gens, et j'en connais, qui ont une voiture qui passe pas et à la pollution, et on prend un véhicule qui est dans le garage, on met la sonde dans le pot d'échappement du véhicule qui est dans le garage et les mesures sont faites sur le véhicule qui est bon et pas sur le véhicule qui est mauvais. Ça, c'est une pratique courante. Il faudra un jour que l'État s'attaque à ce vrai mal. On ne peut pas, d'un côté, imposer des normes anti-pollution de plus en plus sévères sur les voitures et laisser faire n'importe quoi sur le parc roulant. Là, il y a un vrai problème. Dernier point, est-ce que sur le... Alors, l'AdBlue, c'est vraiment une source de problèmes énorme. Donc... Alors, on parle vrai aussi sur Sud Radio. Toujours. Il existe depuis des années, il y a de nombreux camions, tous ceux qui viennent des pays de l'Est pratiquement ont ces systèmes-là, ce qu'on appelle un AdBlue émulator. C'est-à-dire qu'il y a un petit bouton qui est caché quelque part sous le tableau de bord, que vous manipulez et
ça supprime l'AdBlue quand vous roulez, donc vous évitez une source de panne, vous augmentez aussi les émissions d'oxyde d'azote toujours, et au cas où il y a un contrôle, vous remettez le truc en route, c'est absolument indétectable, ça existe malheureusement pour les voitures, ça vaut 30 balles. Voilà. Donc il y a des gens qui montent ce genre de système aussi sur les diesels. On pollue plus, on gagne en fiabilité, donc la vraie question c'est, est-ce que je peux continuer à rouler avec un diesel qui est à la fois défapé, avec une vanne EGR qui a été neutralisée et avec un système AdBlue émulator. Je peux rouler presque sans risque aujourd'hui. Vous voyez un peu vous êtes très honnête, on en est. On peut rouler presque sans risque aujourd'hui avec un véhicule qui va polluer. Attention, quand on a enlevé tout ça, on pollue 100 fois plus qu'avec le modèle de départ. Oui, c'est vraiment un rendez-vous avec sa conscience. Exactement. Voilà, c'est votre intime conviction, et je sais de quoi je parle en ce moment, de vous dire je le fais ou je le fais pas, vis-à-vis des conséquences que ça a aussi, puisque tout ça n'était pas fait pour nous ennuyer, mais pour arranger quand même les problèmes de pollution. Pourquoi on en est arrivé à une situation comme ça ? Parce qu'un diesel à dépolluer, c'est la quadrature du cercle. Ouais. C'est très compliqué. Ouais. Donc on a rajouté des systèmes au point de supprimer l'avantage fiabilité qu'avait le diesel autrefois. Les vieux diesels, dans le temps, disaient ouais, c'est beaucoup plus costaud. Bon, aujourd'hui, un diesel moderne, c'est moins solide qu'un moteur essence équivalent. Ben, attention, je parle pas des moteurs essence mouton à 5 pattes, je parle d'un vrai moteur essence bien conçu. On prend un moteur japonais, par exemple, voilà, tant pis. On parle vrai sur Sud Radio. Lexus, Toyota. On parle vrai sur Sud Radio. Donc, c'est moins fiable, un diesel, avec tous les systèmes de dépollution aujourd'hui, c'est moins fiable qu'un moteur essence. Donc, il y a des gens qui sont tentés, effectivement, pour éviter de passer au garage tous les 4 matins, de débrancher tout ça. Donc, c'est illégal. Je vais le préciser, vous avez un gros accident avec un véhicule dont tous les systèmes ont été démontés, neutralisés. Votre assureur dirait j'ai pas assuré cette voiture-là. Ouais. Donc il y a toute vous paierez toute votre vie. Bon Christophe, il y a 2 solutions. Soit vous achetez une essence. Une essence ou une hybride, oui. Ou une hybride, ou vous gardez votre diesel tel qu'il est aujourd'hui. Vous faites combien de kilomètres par an, vous, à peu près ? J'ai la chance d'avoir pour l'instant un vieux diesel qui n'a pas de filtre à particules, pas d'AdBlue, et qui a plus de 260 000 km. Ben voilà, mais celui-là, il en fera 500 000 sans problème. Gardez-le. Voilà. Bon, on vous embrasse fort, Christophe. Merci d'avoir posé la question. Bon week-end. À docteur Jean-Luc Moreau, là. Au revoir, Christophe. Vous êtes docteur S. Non mais vous m'épatez toutes les semaines, vous. Allez, dans quelques instants, tiens, c'est Maxus qui va s'inviter. Vous savez qui est Maxus, vous ? Moi non plus. Alors restez avec nous, autant à l'écoute de Sud Radio sur vos radios où que vous soyez. C'est pas un empereur romain, je vous aide. D'accord. Soit vous nous retrouvez sur la page Facebook de Sud Radio, puisqu'il va y avoir une vidéo pour nous présenter Maxus. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À ceux qui déjeunent en famille dimanche, comme tous les dimanches. Et à ceux qui disent « Qu'est-ce qu'on fait avec le rôti ?» alors que c'est toujours des pommes de terre. À ceux qui demandent s'il n'y a pas un morceau plus petit, alors qu'ils finissent toujours par se resservir. « Oula non, la moitié oui, voilà très bien. » Et à tous ceux qui disent « On devrait faire ça plus souvent » et qui diront la même chose la semaine prochaine. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le rôti de porc Origine France à seulement 4,29 € le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rôti de porc, longe sans os, sans filet mignon. Sud Radio Biarritz. 103.9. Sud Radio. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à ce soir, la salade Batavia aux feuilles de chêne blonde filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 69 centimes la pièce. À ce prix-là, je veux bien rajouter une petite touche de verdure à ma pause déj. Mais oui, si savoureuse et bien fraîche et d'origine France, elles ont tout pour plaire. Auchan, avec plaisir. 69 centimes, la salade Batavia aux feuilles de chêne blonde filière Auchan Cultivons le Bon. Catégorie 1, Origine France. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Renault. Moi, je respecte la vision des réalisateurs. S'il me dit José, c'est une comédie, mais je veux que tu sois grave, je m'incline. S'il me dit le contraire, pareil. Tout ce que je demande, c'est de bien voir où je vais. Bien voir, c'est primordial. Chez Renault Car Service, pour tout remplacement de pare-brise, la franchise est offerte. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr et sur l'appli MyRenault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023. Carrefour. Quand vous me dites, c'est bientôt fini les grosses promos ? Je vous dis juste qu'à partir du 1er mars, la loi interdira les promos de plus de 34% sur les produits d'hygiène, de beauté et d'entretien. Mais d'ici là, avec 50% de remise immédiate, le pack de 39 capsules lave-vaisselle Ferry est à 7,39 €, soit 19 centimes la capsule seulement. Et c'est jusqu'au 29 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. 605 grammes, soit 12,21 € le kilo. Détail sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Si je vous dis 10% de remise supplémentaire sur les produits déjà en promotion chez But, vous me croyez ? Oui, en ce moment chez But, bénéficiez de 10% de remise sur le meuble et la literie et même sur les produits en promotion. Oui, moins 10% supplémentaires. Sélection de produits en magasin et sur but.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente. On parle auto, mais on va surtout essayer. On prend le volant. On va prendre le volant. Exactement. Il nous a manqué un petit bout, mais on va le retrouver, le petit bout de jingle, comme on dit. On vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Sud Radio pour voir en extrait cette fameuse voiture Maxus que l'on retrouvera également intégralement sur YouTube. Qui est Maxus ? Monsieur l'ami Jean-Luc. Monsieur Maxus T90 EV, voilà, un petit nom comme on les aime bien, un peu poétique. C'est une marque qui appartient au géant chinois SAIC. Il y a une autre marque qu'on connaît mieux en France qui appartient au même géant chinois, c'est MG. C'est en fait le premier pick-up 100% électrique du marché français. Bon, c'est un beau bébé, 5,35 m de long, avec des codes stylistiques typiques des pick-up américains, une énorme calandre, des passages de roues marqués. On a ici une version double cabine 5 places. Et pourquoi une version double cabine 5 places ? Parce qu'il ne vous a pas échappé que la réglementation sur les pick-up avait changé et que désormais on n'a pas le droit d'avoir plus de 3 places, sinon c'est plus un utilitaire et on prend les 60 000 € de malus plus le malus au poids dans le museau et ça fait très mal. Donc SAIC s'est dit tiens, nous on a une version électrique de la grosse bête, on va la commercialiser, ça va peut-être nous permettre de la vendre. Alors je vais préciser, notre modèle d'essai est équipé de pneus Michelin Cross Climate 2. Alors pourquoi je vais préciser ? Parce que vous allez voir déjà avec ces pneus-là qui sont plutôt des bons pneus. C'est une option à 850 €. C'est déjà des bons pneus. La tenue de route, malgré ça, elle est un petit peu limite. Alors j'imagine avec les pneus chinois, je serai peut-être pas là pour vous en parler. Bon, à la base, le T90. Alors le T90, je précise, c'est pas un char russe parce qu'il y a un modèle qui s'appelle le T90, mais on n'en est pas loin finalement. Au départ, c'est un pick-up à moteur thermique. C'est la première fois que vous mettez votre vidéo dessous. Ouais, ici c'est une adaptation. Le moteur électrique, il a été monté directement sur l'essieu arrière rigide, masse non suspendue importante, donc également comportement moins bon. La grosse batterie, pareil, 89 kWh, elle a été boulonnée sous le châssis échelle, pas facile à dire. Elle dépasse donc sous la voiture, ça limite la garde au sol et puis surtout ça l'expose au choc. C'est du lithium fer phosphate, c'est moins cher, c'est pour ça. Bon, grâce à cela, rien à voir, la contenance de la benne est équivalente à celle des modèles thermiques, capacité 1 tonne. À l'arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu que c'est électrique, on peut conserver les 3 places. Elles sont plutôt spacieuses, mais les dossiers des sièges sont assez verticaux. Ça sera sans doute pas très confortable. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un utilitaire. Les matériaux et la finition sont donc à rapport. L'instrumentation est assez sommaire. Il y a bien un grand écran multimédia au centre, mais il n'est pas très réactif et propose assez peu de fonctionnalités. Et puis le tableau de bord est également succinct. Là, on voit sur la vidéo que je gratte un petit peu pour vous faire voir que les plastiques sont des vrais plastique dur à l'ancienne. Bon, je vous disais aussi tableau de bord un peu succinct pour un véhicule électrique. On connaît que de façon approximative l'énergie qui reste dans la batterie parce que on a repris le tableau de bord du modèle thermique, on a juste changé l'intitulé des jauges et c'est pas extrêmement adapté à un véhicule électrique. On démarre avec une clé de contact à l'ancienne, toujours les origines thermiques de l'engin, et puis à la conduite, ce Maxus T90 EV nous ramène complètement en arrière, on retourne dans le passé, avec la suspension arrière à lame de ressort, l'essieu rigide, un tarrage de suspension ferme pour supporter la charge dans la benne quand on a de la charge. On a un confort digne d'une charrette du Moyen-Âge. On ressent les moindres aspérités de la route. Ça s'appelle vivre la route. En plus, malgré les 177 chevaux
Il est puissant le moteur, 310 Nm de couple. On n'est pas collé au siège lors des accélérations. Tant mieux, vous me direz, parce que la tenue de route, elle est aussi d'une autre époque. Oh mince. Et pour limiter les velléités de dérapage du train arrière, il y a un anti-patinage et il est tellement présent qu'à un moment, je me suis garé dans l'herbe sur le côté et je pouvais pas repartir parce que ça glissait et l'anti-patinage, je voulais pas que j'avance. Je me suis dit, je vais rester coincé, il faudra que j'appelle un tracteur. Alors que j'étais vraiment dans l'herbe à plat, quoi. J'étais pas dans la boue. Bon, bref, sur l'autoroute, c'est pas mieux. La voiture est assez bruyante. Bizarrement, on entend le moteur électrique, comme quoi c'est une technologie un peu ancienne. Et la vitesse maxi est limitée à 125 km/h, donc vous ne serez jamais pris en excès de vitesse sur l'autoroute. Tant mieux, parce qu'à cette vitesse, la conso électrique, elle est gargantuesque, 35 kWh au 100 km. Ça, c'est dû à l'aérodynamique d'Armoire Normande de l'engin. Allez, je sens que vous l'adorez. Alors en plus, l'ordinateur de bord ne marchait pas. Bon, j'ai fait 150 km avec la moitié de la batterie. 89 kWh quand même, la batterie, elle est énorme. Ça veut dire 300 km de rayon d'action avec 89 kWh. Bon, c'est pas extraordinaire en termes de rendement. En recharge, en revanche, ça prend 11 kW sur du courant alternatif. Seulement 80 kW sur du courant continu, c'est-à-dire que pour charger la grosse batterie, si on fait 10-80%, faut au minimum 45 minutes, moi je dirais plutôt 1 heure, donc c'est pas de la charge très très rapide pour la charge rapide. Bon bref, c'est rustique, c'est pas confortable, c'est pas polyvalent et en plus ça vaut 59 880 €. Et pour ce prix-là, c'est pas Maxus qui devrait s'appeler, c'est Malus. Non, mais il compte jouer sur le fait que les concurrents vont prendre un malus gigantesque. Justement, ils vont prendre 60 000 € de malus. Eux, ils se disent, tiens, on va être juste pour le prix du malus, vous avez un gratuit. Très honnêtement, il y a des pick-up thermiques, diesel, qui sont 4 roues motrices, qui sont beaucoup plus polyvalents, plus confortables, plus, et qui coûtent moins cher. Donc là, nos amis chinois, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ce truc-là, ça vaut 35 000 € pour moi. Il y a Yannick qui dit, où est passé le bruit du V8, voiture sans charme, puisque vous avez vu une partie... Non, mais là, on a un beau bruit d'aspirateur dedans. On a le moteur électrique qui fait du bruit. Normalement, un moteur électrique, on l'entend pas, mais là, on l'entend bien. En tout cas, voilà, vous n'avez pas aimé du tout, on a compris, mais merci de nous avoir fait découvrir Maxus T90 EV, qu'on aura découvert une fois et qu'on va laisser de côté, n'en plaise à ses créateurs. Merci beaucoup. La semaine prochaine, ce sera le Peugeot 3008. Oui, on en a un peu parlé au téléphone. Vous avez des choses à nous dire. Ouais, on prendra un peu plus de temps. Pareil, on parlera vrai. D'accord. Ouais. Pardon. Quand vous dites ça, je sens ce qui va se passer. Mais non, même Julien, notre réalisateur, il est mort de rire. Il se dit, ok, donc ça risque de tacler un peu. La presse spécialisée qui va avoir des grosses campagnes de publicité de la part de Peugeot sera peut-être un peu moins objectif que moi. On parle vrai sur Sud Radio, l'ami Jean-Luc est avec nous. Allez, on continue, 11h37. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et puis évidemment, je vous rappelle que si vous voulez voir l'intégralité de l'essai de l'ami Jean-Luc, c'est sur la page YouTube de Sud Radio. Un grand merci encore, puisque on vous l'a dit en début d'émission, mais si vous n'étiez pas avec nous, vous êtes plus de 2 400 000 progressions sur le digital, puisque vous savez que la radio maintenant s'écoute et se regarde sur les différents réseaux comme YouTube, comme Facebook, comme le site internet, comme les applications. Voilà, on est à plus 42% d'augmentation en janvier. C'est la plus grosse des progressions de toute radio confondue. Merci à vous, et donc rendez-vous pour la vidéo sur la page YouTube de Sud Radio. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente. Le prix de la recherche publique baisse. Voilà ce qu'on vous présente maintenant. Alors le prix de la recharge augmente, mais le prix de l'électricité en recherche publique baisse. Comment c'est possible? On va accueillir Clément. Je ne sais pas ce qu'il y a notre jingle, ils en font que la moitié ce matin. Il va falloir qu'on les remette un peu en place. Clément Moulison, délégué général de l'AVER, bonjour. Bonjour. Clément. Bonjour. Bon, alors, si on prend les chiffres bruts que vous nous donnez, le premier, on se dit, ouais, chouette, quand on regarde l'évolution moyenne des tarifs de recharge publique en kilowattheure de juillet à décembre 2023, pour de la recharge normale, on parle en recharge publique, c'est-à-dire en dehors de chez vous, pour de la recharge normale avec une puissance, donc en courant alternatif, une puissance de 22 kW, on est à moins 3,08. En recharge rapide entre 22 et 150 kW, donc là, en courant continu, on est à moins 3,70.
-99. Et en recharge ultra rapide, au-delà de 150 kW de puissance, on est à moins 9,75. On se dit, chouette, ça coûte moins cher. Et en fait, quand on lit le rapport complet semestriel que vous avez fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, ça augmente. Comment c'est possible, ça ? Alors en effet, c'est vrai que les prix ont légèrement augmenté. On constate quand même qu'on a une certaine stabilité. On avait communiqué au mois d'octobre sur un prix moyen par mois en recherche publique entre 9 et 15 euros. Aujourd'hui, on est plutôt entre 12 et 14 euros. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a eu une baisse d'un certain nombre de prix de l'électricité ces derniers mois, et certains acteurs ont pu bénéficier de cette baisse. Par contre, on a des frais sur la recharge notamment qui ont permis d'équilibrer le prix de la recharge, et donc c'est pour ça qu'on a une légère hausse au global qui a pu être constatée, mais qui reste quand même très limitée par rapport aux fluctuations des prix de l'énergie qu'on constate depuis plus d'1 an. Bon, cela dit, quand on prend, je prends le prix de la recharge rapide, hein, c'est celui qui est intermédiaire. On voit que on est au mois de décembre à 0,492 euros du kilowattheure. C'est 2 fois plus quand même que ce qu'on paye à la maison. Comment on peut justifier un écart pareil ? Ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que l'achat, la recharge, c'est vraiment un service. C'est pas simplement de la vente d'électricité. Ouais. Et donc, pouvoir vous recharger l'ensemble de votre batterie en 12 heures ou le recharger en 15 minutes, c'est pas le même service qui est proposé. Et c'est derrière, c'est pas les mêmes investissements, évidemment. Des bornes de recharge ultra rapides, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, quand une borne lente, c'est quelques milliers d'euros. Et donc, pour l'opérateur de recharge, le service qui va proposer va être un peu plus important et un peu plus cher, évidemment, que ce que vous allez payer à domicile. Bon, ça, on le comprend. Par contre, ce qu'on a plus de mal à comprendre, c'est que vous nous dites, pour un conducteur typique, là, 11 000 km par an, on va dépenser en moyenne entre 8,87 € et 18 € par mois. Ça fait quand même une sacrée différence, de 8,87 à 18. C'est lié à quoi, en fait, toutes ces disparités? Parce que il arrive, moi je l'ai vécu, que sur la même borne, on ait un tarif différent d'un usager à l'autre pour charger exactement le même type de véhicule et pour la même charge. Alors sur chaque borne de recharge publique, vous avez 2 possibilités de recharge. Vous avez la recharge à l'acte. Là, si vous avez payé avec un QR code, avec votre carte bleue, c'est l'opérateur de l'infrastructure qui va vous fixer un prix, et ce prix, il est unique. Et après, selon parfois la technologie de votre batterie, si vous payez à la minute et que vous rechargez moins rapidement, vous allez payer un peu plus cher. Et ensuite, vous pouvez payer en itinérance. Et là, vous avez un badge avec un abonnement, et votre opérateur, il va contractualiser avec tous les réseaux de recharge et essayer de vous obtenir des prix moins élevés. Dans certains cas, on a vu notamment au mois de décembre, c'est aussi pour ça que le mois de décembre a été moins cher, des offres de Noël, des offres Black Friday aussi qui ont pu être faites pour faire baisser la recharge pour les utilisateurs. Donc c'est ce qui explique aussi ces variations qu'on a pu connaître ces derniers mois. C'est complètement fou, parce qu'on n'imagine pas dans les stations-service Total qui fasse le Black Friday en disant on fait moins 30% sur le carburant. Ça veut dire que quelque part il y a quand même des marges qui sont assez importantes. Tant qu'il n'y a pas de vente à perte, c'est tout à fait possible de faire ce type d'opération. Après, elles ont été elles sont restées limitées. Ce qui est important quand même de voir aujourd'hui, c'est que les utilisateurs, ces différentes possibilités qui leur sont offertes, ça leur permet de comparer, dans certains cas de payer moins cher. On a vraiment des utilisateurs qui aujourd'hui utilisent très souvent les mêmes bornes de recharge et savent très bien quel est le mode qui leur sera le moins cher. Donc il y a vraiment des habitudes qui se créent parce que vous allez tourner sur 2-3 mêmes bornes généralement en recharge publique, et le reste vous allez vous recharger chez vous ou au travail. Pour mettre des chiffres face à tout ça, le budget mensuel pour de la recharge publique, alors vous l'avez fait par profil de conducteur. Bon, pour un conducteur moyen qui circule 11 000 km par an, ou pour un gros rouleur. Alors ça coûte combien, et ça coûte combien si on est abonné ou pas abonné? Alors, pour un conducteur typique, on est entre 12 € et 14,40 €. Je vous passe les centimes. Et pour un gros rouleur, c'est plus important. On est plutôt entre 70 € ou 83 €. Pourquoi? Parce que le gros rouleur, on considère qu'il va faire de la recharge ultra rapide, qu'il va faire plus de longues distances et qui donc va avoir un petit peu moins de recharge à domicile, de recharge lente qui sont moins chères. Donc on voit qu'il y a cet écart qui se fait. Pour autant, en global, on peut vite assez facilement comparer avec
qu'avec le carburant traditionnel. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Reste moins cher. Ça reste moins cher ? Même en étant à 83 €, 86 €, c'est ça. Hein. Le gros rouleur, au mois de décembre, c'est 86 € sans abonnement et 66,26 € avec abonnement. Là, on voit qu'on a tout intérêt, effectivement, à avoir un système d'abonnement parce que ça reste quand même moins cher. 20 € de différence sur un mois, c'est énorme. La comparaison, vous avez le chiffre qui correspondrait à un usage d'un véhicule diesel ou d'un véhicule essence équivalent ou pas ? Sur un conducteur typique, on reste au global en intégrant la recharge à domicile, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est l'essentiel des recharges aujourd'hui. En intégrant ça, le budget total, on divise par 3 pour un conducteur typique. Pour un gros rouleur, c'est un petit peu moins important, on est à 1,5 généralement, justement parce qu'il y a ces recharges ultra rapides. Mais pour l'essentiel des Français qui demain passeront à l'électrique, ce seront des recharges qui seront assez anecdotiques dans certains cas, ou occasionnelles, notamment les personnes qui vont partir en week-end, qui vont dépasser l'autonomie de base de leur véhicule lorsqu'ils feront leur déplacement. Bon, quand on regarde quand même, on voit que c'est à peu près stable, mais là l'électricité vient d'augmenter de 10%, donc ça va forcément impacter la recharge aussi des véhicules, la recharge publique des véhicules électriques. Globalement, on peut dire que ça ne va pas cesser d'augmenter. Ça paraît un peu inéluctable. Alors pas forcément, parce que ce qu'on a pu constater depuis le début de cette crise de l'énergie et même avant les questions d'approvisionnement de l'hiver dernier, c'est que on a des stratégies des acteurs qui peuvent varier. On a certains acteurs qui sont sur des marchés à terme et qui donc ont eu des prix bloqués et plus avantageux et qui ont eu moins de fluctuations. D'autres plus récents notamment et qui ont dû conclure leur premier contrat en pleine crise de l'énergie ont eu plus de difficultés. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui de donner des tendances générales parce que il y a beaucoup de réseaux différents et qui ne prennent pas leur contrat au même moment. Par contre, la bonne nouvelle qu'on a pu constater ces dernières années, c'est que le bouclier tarifaire a fonctionné pour un certain nombre d'acteurs et a aussi permis de lisser ces consommations. Donc on va aussi regarder dans les prochains mois l'impact. On continuera à sortir ce type de rapport semestriel pour vérifier comment tout ça aura évolué et surtout pouvoir indiquer au pouvoir public comment faire en sorte que pour le consommateur l'impact soit le moins important possible. Merci Eh bien beaucoup. parfait, on se donne rendez-vous dans un semestre alors. Avec plaisir. On vous embrasse et bon week-end. Clément Molison, délégué général de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Sud Radio, on parle auto. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous savez que juste avant d'arriver au journal de midi, on va parler auto avec vous. Ça fait partie des bonheurs de cette émission de vous accueillir au 0800 26 300 300. Profitez-en aujourd'hui. On aime beaucoup Jordan, il n'y a pas de souci. Mais on a Aude et c'est rare d'avoir Aude avec nous au standard. Et vous le savez, donc appelez-nous. On va tout de suite vous accueillir pour poser votre question. C'est Yvan qui nous rejoint. Bonjour Yvan. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, vous allez bien? Bonjour Yvan, écoutez, on va bien. Et vous? Très bien, merci de prendre mon appel. Ouais, avec plaisir. Si j'avais été Jean-Luc Moreau, je vous aurais dit qu'est-ce qu'Yvan? Bon, voilà, ça je pense. Yvan, vous êtes où? Je suis loin, je suis à Paris. Et on dit bien Ivan, parce que on dit bien Yvan, parce que comme on parle auto, on pourrait dire Ivan. Oui. Non, c'est Yvan. Pardon. Dans le Morbihan. Bon, allez, bref. Alors, vous écoutez, Yvan, pardon. Alors, c'est ma maman a une petite Mini de 1993 elle ne conduit plus depuis longtemps et la voiture, elle ne roule plus depuis plusieurs années. Donc, elle est stationnée dans un parking et je voudrais pouvoir la faire rouler à nouveau. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, combien ça coûterait et peut-être après la mettre en collection. Voilà, c'était ça ma question. Comment restaurer une petite Mini de 93? D'accord. Alors c'est quoi? C'est une Mini quoi d'abord? C'est une 1 litre 42 chevaux ou une Cooper? Alors
c'est une mini. Alors j'ai la carte grise devant moi. Qu'est-ce que j'ai c'est une mini Cosmopolitan, je sais. D'accord. J'en sais pas plus. C'est le moteur 1 litre. C'est le moteur 1 litre. C'est pas une Mini Cooper. Bon, ça c'était pour moi. Hein, ça n'a pas de rapport. Donc alors, si vous voulez remettre la Mini en route, alors déjà, faut pas s'amuser à mettre une batterie. Déjà, va falloir une batterie, hein, parce qu'à mon avis, la batterie dans la Mini, elle est. Mais surtout, vous mettez pas une batterie dedans et vous tournez pas le bouton du démarreur. Hein. Il y a plein de trucs à faire avant. Voilà. Avant, première chose urgente, si elle n'a pas roulé depuis des années et qu'il y avait de l'essence dans le réservoir, vous videz l'essence du réservoir parce que l'essence du réservoir, elle est pourrie. Comment on fait ? Il y a des petites. Oui. On siphonne ? Oui, non. Pour 15 €, vous avez dans les centres auto des petites pompes qui vous permettront de vider le réservoir sans aspirer comme vous propose Laurence. Voilà. On l'a tous fait, arrêtez. Ouais, mais vous prévoyez quand même un jerrycan assez grand. Je ne sais pas combien il peut y avoir d'essence dedans, mais vous videz vraiment tout et vous remettez de l'essence neuve. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose. Vous allez vider aussi l'huile, parce que l'huile, on ne sait pas depuis combien de temps la voiture n'a pas roulé. Enfin, grosso modo, tous les liquides, les liquides de refroidissement peut-être moins, mais au moins liquide de frein et... alors liquide de frein, c'est un petit peu plus technique à faire. Si vous avez un ami qui peut vous aider, ça serait bien. Parce qu'il faut purger les freins en même temps. Mais changer le liquide de frein, parce qu'il a pris l'humidité, à pas rouler pendant des années, et vous allez vous retrouver, si vous roulez vraiment avec une pédale qui va devenir toute molle et pas de frein. Donc ça, faut mieux éviter. Voilà. Ouais. Bon, remplacer l'huile moteur avec le filtre à huile, ça c'est relativement simple à faire. Ensuite, vérifier, et ça, les gens n'y pensent pas sur une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps. Alors, si les pneus n'avaient pas été surgonflés, il va y avoir des plats. En plus, c'est des petits trous. Oui. Il va y avoir des plats sur les pneus. Et quand vous allez rouler, vous allez rouler avec des roues carrées. C'est pas très, c'est pas très confortable, mais c'est pas très sécuritaire surtout. Et pensez à regarder ce qu'on appelle le DOT sur le pneu. Vous avez, c'est écrit DOT, hein, et ensuite vous avez un chiffre qui correspond à la date de fabrication du pneumatique. Si le pneu il a plus de 10 ans, largement plus. Bon, vous changez les pneus. Voilà, ça fait déjà du budget tout ça. Hein, entre. Oui, parce que je sais pas combien elle vaut, mais ça fait du budget. Là, ça dépend de l'état dans lequel elle est. Une Mini de ces années-là, ça vaut entre 9 000 et 25 000 € quand vous avez une Cooper en très bon état, mais c'est pas une Cooper. Mais bon, alors on va dire peut-être 11 000, 12 000 €. Bon, ça vaut le coup. Puis il y a l'aspect. Patrimoine, refaire. Il y a l'aspect nostalgie, émotion. C'était la voiture de votre maman, donc vous voulez peut-être la garder aussi. Elle est de 93, donc c'est bon, elle peut passer en carte grise de collection, donc je vous conseille de le faire. Ça veut dire que vous demandez... Excusez-moi, l'ami Jean-Luc, vous parliez de budget, on a une fourchette que ça pourrait... l'huile, si vous le faites vous, huile, filtre à huile, liquide de frein, tout ça... pour ça, c'est parce que... Oui. Parce que pour soulever la voiture, il faut un pont ou un je sais parce que c'est. Alors en garage, ils ont un pont. Ouais, j'allais vous dire, une Mini, l'avantage c'est quand même pas lourd, donc vous pouvez la lever avec un cric, mettre des chandelles en dessous. Alors même dans le budget, 4 chandelles à 15 € la chandelle. Voilà, vous la mettez sur chandelle, ça vous permettra de faire la vidange et puis. Vidange du circuit d'huile sans risque, et de changer et de démonter les roues et d'emmener les roues chez un. Il reste plus de temps. Une minute. Et d'emmener les roues chez un spécialiste pour faire changer les pneus. Voilà. Bon. Moi je serais vous, j'investirais là-dedans. Vous avez peut-être un pote qui peut vous aider. Voilà. Laurence, je crois qu'elle a un peu de temps, elle va venir vous aider. Vous pouvez passer la voiture en carte grise de collection. Merci. Vous avez tout intérêt à le faire. Vous avez tout intérêt à le faire parce qu'on l'a dit en début d'émission, contrôle technique tous les 5 ans simplement pour une voiture en carte grise de collection, et surtout contrôle technique allégé, c'est-à-dire que vous n'avez plus de défauts critiques. Et puis il y a certains défauts inhérents aux voitures anglaises, la fuite d'huile. Voilà, par exemple, une Mini, ça fuit obligatoirement, sinon c'est qu'il n'y a pas d'huile. Donc ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de contre-visite pour la fuite d'huile. Sauf si vous souillez vraiment tout le garage. Hein. Juste une petite réaction, parce que il y a Stéphane qui dit, mais on fait ça où sur le parking? Il y a Alphonse aussi qui est un de nos... Non,
mais vous me dites, la voiture elle est garée dans un Facebook parking. qui dit c'est plus un redémarrage, c'est une restauration. Oui, non, c'est pas un redémarrage. Ouais, c'est une restauration que dit Alphonse. Non, mais là c'est pas une restauration. On change entre les deux. On change pas en mauvais état, c'est pour la faire démarrer. On change les liquides, on change les pneus, on met une batterie neuve. C'est pas une restauration. Bon, faites-vous aider, mais ça vaut le coup. Et puis vous nous dites, vous envoyez une photo. Vous la mettez sur chandelle, c'est facile, une Mini, franchement. Et puis vous faites ce qu'il y a à faire. Allez, go, c'est parti. Puis on roule avec. Après les pièces, il y a des vendeurs de Mini spécialisés. S'il y a des soucis et qu'elle démarre mal, il faudra sans doute régler les carburateur. Elle n'a pas tourné depuis longtemps. Donc, mais ça, c'est pas vous qui le ferez. Oui, voilà, ça vaudra le coup de l'emmener quand même après. Mais ça vaut faire le coup déjà de la démarrer avant. Mais pour la démarrer, obligatoirement, ce que je vous ai dit, il faut le faire. Sinon, vous allez avoir des soucis. Les fluides, les liquides, on y va. Et les pneus. Bon, Yvan. Pour la sécurité. Et les pneus. Bon redémarrage. En espérant que les freins ne soient pas grippés. Ouais. Bisous. Ah oui, merci à vous. Bonne journée, Yvan. Allez, bisous et bon week-end. Tiens, puisqu'on parlait pneus qu'il fallait changer, on va en parler juste après le journal de midi. Merci d'écouter Sud Radio et on parle auto. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Nous voici donc arrivés dans la deuxième heure de notre rendez-vous. Une deuxième heure qui va faire énormément plaisir à tous ceux qui aiment les voitures en général et en particulier les classiques, surtout comme Jean-Luc Moreau, la Mazda, puisqu'il va s'agir de la fameuse Mazda qui fête ses 35 ans. MX-5. Ouais, c'est un petit nom poétique aussi. On l'aime bien. Quelle couleur elle est la vôtre ? Les Américains lui avaient donné un nom plus sympa, ils l'avaient appelé Miata. Et c'est vrai que c'était plus sympa Miata que MX-5. Oui, MX-5, bon, c'est comme ça, écoute. Bon, elle est rouge parce qu'au départ, il n'y avait que 3 couleurs et le rouge était très majoritaire. Et donc, comme la mienne, c'est une ancienne. Elle est de quelle année, la vôtre ? La tienne, la vôtre, toi, je vois. La tienne, la vôtre, la mienne, elle est de 92. D'accord, ok. Allez, on va également, évidemment, vous donner la parole au 0826 300 300. Faites comme Yvan également, que nous avions eu juste avant le journal de midi. Vous n'hésitez pas. On parlera de Comparo Autopart, le premier comparateur de pièces auto en ligne. Pourquoi donc ? Parce que vous avez des comparateurs pour plein de choses. Vous voulez prendre une assurance, il y a des comparateurs. Okay. Vous voulez partir en vacances, il y a des comparateurs. Vous voulez prendre des billets d'avion, il y a des comparateurs. Vous voulez acheter des pièces auto, il n'y a pas de comparateur. Vous m'avez bien vendu le rendez-vous, j'adore. Et on parlera de Comparo Auto, qui est le premier comparateur de pièces auto en ligne. Donc si vous achetez ou vous commandez régulièrement vos pièces auto, restez évidemment à l'écoute. Et puis nous allons évidemment, j'arrête de dire évidemment, je crois que je le dis 18 fois là, en espace de 2 phrases. Évidemment. Parlons pneus, parlons bien. Évolution pour le marché du pneumatique en 2023. On découvre ça maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus. Parlons bien. Et puis évidemment, le digital est également pour vous, pour écouter et découvrir Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très, très nombreux. On accueille Régis Audugé, qui est directeur général du syndicat du pneu. Bonjour Régis. Bonjour Régis. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Régis qui, contrairement à Laurent Palmier tout à l'heure qui avait encore des confettis dans les cheveux, n'en a pas vraiment parce que c'est un peu plus morose le marché du pneumatique que le marché du contrôle technique pour 2023. Ça s'est pas bien passé ? Vous parlez des confettis, pas des cheveux. Joli, bien vu. Alors, oui, je parlais des confettis. Donc tendance baissière de 2022 qui se confirme en 2023 pour le marché français du pneumatique. Alors effectivement une baisse. Alors non, pas de baisse d'ailleurs. Pas de baisse. Non, pas de baisse de volume. Les volumes restent sensiblement les mêmes. C'est marrant parce que moi j'ai une baisse de 1,4% sur un communiqué qui vient du syndicat du pneu. Du syndicat du pneu, ouais. Ces gens-là. En fait. Est-ce que c'est beaucoup 1,4%? Non, on est sur l'épaisseur du trait. Ouais, c'est ça. En fait, on a vendu quasiment autant de pneus que l'année dernière. On a vendu un peu moins de pneus que l'année précédente et on vend beaucoup moins de pneus qu'avant la crise sanitaire. À partir de 2018-2019, on a les volumes qui commencent à baisser et la chute évidemment très brutale durant la crise sanitaire. On a rattrapé un petit peu notre retard, mais aujourd'hui, on s'attendait quand même après
après la crise sanitaire, à une réaugmentation pour combler notamment tous les points qui n'avaient pas été changés durant cette crise. Et malheureusement, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que les volumes continuent à baisser ou à stagner. Alors, quels sont... bon, on a vu que vous dites c'est à peu près stable, mais le marché a profondément évolué. Il y a des catégories de pneumatiques qui sont en augmentation et d'autres qui sont en chute libre. Oui, tout à fait. Alors ce que je vous donne là, Jean-Luc, c'est effectivement la baisse du Céline est claire, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur les pourcentages que vous indiquiez. Le Céline, c'est ce qui sort des usines et des entrepôts. Moi, je vous parle de ce qui sort en fait des détaillants et qui équipe en fait les véhicules. Donc on a une baisse effectivement du Céline. Le Céline ne mesure que les pneus qui sortent et qui sont fabriqués en fait par des grands manufacturiers, c'est-à-dire hors chinois, hors asiatique, on va dire, un peu au sens large. Donc pourquoi il y en a un qui monte et l'autre qui baisse? C'est tout simplement parce que on a une hausse des importations de pneus asiatiques, et donc on a moins de pneus qui sortent des entrepôts européens et beaucoup plus qui sont vendus donc aux automobilistes français. Ce qui fait que pour répondre à votre question, effectivement, on a certains pneus qui augmentent, dont des pneus budget, des pneus généralement en provenance du sud-est asiatique. C'est significatif l'augmentation, c'est pas juste l'épaisseur du trait là pour le coup. Non, là effectivement c'est très significatif. Ça n'a pas démarré d'ailleurs cette année particulièrement. L'augmentation a démarré bien avant, aux alentours de 2017. Les mieux informés en termes de politique sauront à quoi ça correspond, puisqu'on a eu beaucoup de crises qui se sont succédées. Dans un premier temps les retraites, ensuite les gilets jaunes, ensuite la crise sanitaire, ensuite la crise des approvisionnements, ensuite la crise en Ukraine, etc. Chaque année avec sa crise finalement. Et depuis ce début des crises, on a évidemment les pneus budget qui ont tendance à augmenter. Ça représente quoi aujourd'hui dans les ventes, ces pneus budget? Alors, on est passé, pour vous donner un aperçu, de 10% à peu près en 2013. On est aujourd'hui pas loin des 20%. Donc ça a quasiment doublé. Ça a quasiment doublé. Alors on voit que les gens aujourd'hui, malheureusement, ont beaucoup moins de moyens. Donc ils se dirigent vers les pneus budget. Mais il n'y a pas que ça. Le prix des pneumatiques, là pour le coup, les pneus premium ou les pneus milieu de gamme, a considérablement augmenté lui aussi. Oui, tout à fait. Les prix, alors même chose, les prix ont commencé à augmenter bien avant l'inflation ou la crise d'inflation qui a débuté à peu près en 2022, grosso modo. Mais les prix ont commencé eux à augmenter dès 2016. Alors ça, évidemment, le mobilisme ne sait pas forcément, mais un pneu qu'on payait en 2013, on payait 100 €, on le payait en 2016 91 €, donc beaucoup moins. Donc là, on avait un phénomène qui est bien connu en fait des industriels, c'est-à-dire une courbe d'expérience avec une baisse de prix, c'est assez classique. Et puis à partir de 2016, en fait, les prix augmentent. Donc il va payer son pneu aux alentours de 94 € en 2017-2018, ça monte un petit peu 96 en 2019-2020, et puis en 2021, juste après la crise sanitaire, il va le payer 104. Donc là, on passe au-dessus du prix de 2013, et en 2022, là c'est l'explosion, on passe de 104 à 119, et en 2023 ça augmente un tout petit peu moins, on passe de 119 à 125. Mais quand même, donc là aujourd'hui les pneus, le prix des pneus en fait continue à augmenter, moins qu'en 2022, mais continue à augmenter, ce qui veut dire qu'on n'a pas de baisse de prix de pneus. Voilà, d'accord. Dans les grandes tendances, outre le pneu budget, on comprend pourquoi qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça veut dire que les gens ne mettent pas forcément la sécurité dans les critères premiers d'achat de pneumatiques. Ils mettent l'argent. Enfin, on est tous frappés par l'inflation. Ah oui, mais bon. Oui, mais il y en a qui peuvent pas faire autrement. Non, mais c'est pas forcément un bon calcul. Là, c'est moi qui vais le dire. C'est que un pneu budget, il va durer moins longtemps. Donc, si vous changez les pneus 2 fois pour un pneu 2 fois moins cher, mais que en plus vous n'avez pas la sécurité qui va avec, le calcul il est pas bon. Le calcul est pas bon. Mais il y a des catégories de pneus. Je pense par exemple aux pneus 4 saisons là qui elles sont en augmentation avec pour le coup des baisses de prix.
Absolument. Alors, baisse ou en tout cas stagnation, c'est-à-dire que le prix du pneu 4 saisons aujourd'hui est quasiment équivalent à celui du pneu été, historique, celui que 50% aujourd'hui les Français ont sur leur véhicule, qui équipe les véhicules neufs. Donc le pneu été, effectivement, perd des parts de marché au profit donc du 4 saisons. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de rouler partout, en toutes circonstances, et dans toutes les régions de France, ce qui est plutôt pas mal. Donc lui augmente de façon exponentielle même depuis la lancée d'un nouveau modèle par un manufacturier français que tout le monde reconnaîtra. Et donc ce pneu est passé de 400 000 et quelques unités en 2012 à peu près. Là, on est à 2,5 millions, donc c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, on va se faire ça, une petite pizza 4 saisons à midi pour être dans la continuité du pneu qui s'appelle pareil. J'ai dit que je commençais mon body summer. Non à la pizza 4 alors saisons. Non à la pizza, non. Alors non au pneu 4 saisons. Je ne veux pas avoir le pneu autour de la taille. 4 saisons. Merci Régis Audugé, directeur général du syndicat du pneu. Et puis on vous souhaite une meilleure année 2024 que l'année 2023. Qui, on l'a compris, n'est pas non plus dramatique. Pas catastrophique non plus. Et bonjour à toute l'équipe du syndicat du pneu et à tous nos amis qui font du pneu. On vous embrasse. Bon week-end, Régis Audugé, directeur général du syndicat du pneu. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300. Aude vous attend. Elle vous met à l'antenne avec nous. Et juste après, on va fêter les 35 ans. Qu'est-ce qu'une jeune fille, la Mazda MX-5. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle auto avec vous au 0826 300 300 ou alors vous nous écrivez par mail, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet, toutes vos coordonnées, y compris votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, Vincent va nous expliquer que... Quel plaisir de vous avoir. Oh, c'est gentil. Vous si nous vous aimez. Saviez, ah, si vous saviez. Mais pourquoi vous nous aimez à ce point? Ah oui, c'est très très fort. Très, très fort. Oh, c'est mais cool. Justement, j'ai une petite inquiétude par rapport à la maîtresse du temps, donc Dame Laurence, combien de temps va-t-elle m'accorder? 5 minutes 45. Voilà, 5 minutes 45, donc on va pas... Allez, on y va. Au revoir. Ouais, non. Non, on vous écoute maintenant. Bon, Vincent, on est dans un pays où on marche sur la tête et vous êtes là pour témoigner qu'il n'y a pas que dans l'agriculture qu'on marche sur la tête. Allez, on vous écoute. Si vous voulez, j'ai des petits préalables avant de commencer. J'ai préparé une petite intervention assez précise, détaillée. Alors allez-y tout de suite, Vincent. Avec des mots choisis. Allez-y tout de suite. Faut résumer. D'abord, je souhaiterais rendre hommage à Jean-Luc, car je l'admire depuis, j'ai une admiration sans borne kilométrique, depuis de nombreuses années, des dizaines d'années. Bon, merci Vincent, mais passez au fait directement. C'est adorable de faire perdre du temps, mon Vincent. Voilà, Jean-Luc. Et il y a un lien affectif qui s'est créé avec lui à travers les ondes, et c'est pour ça que je voulais exprimer cela. Alors, vous avez bien fait, ça fait du bien, un peu d'émotion et de bienveillance. Et d'être, c'est important. Exactement, je suis d'accord avec vous. Alors, donc moi je suis gérant d'une auto-école située à Agnières-sur-Seine. D'accord. Et dans le cadre de la préparation à l'examen, vous savez que nous devons faire des manœuvres à l'examen du permis de conduire, décidées par l'inspecteur. Donc c'est soit une manœuvre de circulation, soit une manœuvre de stationnement. Et donc j'étais avec mon élève sur Villeneuve-la-Garenne et on devait faire un créneau sur une place en stationnement en bordure le long de la Seine. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Vous allez nous le dire. On n'est pas tombé à l'eau, un arbre n'est pas tombé sur nous, la sulfateuse est passée. Donc la voiture qui met les PV automatiquement. La voiture qui met les PV. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aviez pas quitté le stationnement dans la boîte à lettres, forfait pour stationnement de 39 €. Mais non, alors que vous étiez en train de... C'est quand même un comble. On s'entraîne pour passer l'examen, on entraîne l'élève et tout, dans les meilleures conditions possibles, et on fait un PV. D'autant que vous n'étiez pas, alors vous êtes bien placé pour parler du code de la route, vous n'étiez pas
stationné, puisqu'il y avait des personnes dans le véhicule, que le véhicule était en mouvement. C'est une manœuvre. Donc vous étiez pas stationné. Alors, le temps de nos stationnements, de notre arrêt, bon, ça peut durer 5 minutes, 5-10 minutes. Parce qu'on a toujours des explications à donner à l'élève, des corrections à faire, voilà. Bien sûr. Et bon, voilà, la sulfateuse, quand elle est passée, normalement, les agents verbalisateurs auraient dû voir qu'on était là, que c'était auto-école. Sauf qu'ils ne regardent pas, c'est une sulfateuse. Oui, ils auraient dû voir qu'il y avait du monde dans la voiture et que vous étiez pas stationné. Alors, entre-temps, la bonne nouvelle, c'est que notre élève a eu brillamment son permis, Alban. Bon, ça, c'est bien. Bravo, Alban. Bon, et moi, par contre, bravo, Alban. Et moi, j'ai reçu mon PV. Alors, que faire? Soit 39 €, c'est pas une somme énorme. Soit je paye, je m'écrase et puis je perds pas de temps. Soit je conteste. Donc j'ai décidé de contester par principe. Donc j'ai pris le temps de faire par la voie dématérialisée, vous savez, numérique. Donc il y a 4-5 étapes à respecter. J'envoie une première fois échec, j'envoie une deuxième fois échec, troisième fois échec. Alors ça me met un encadré laconique, erreur, mais il vous explique pas pourquoi. Donc c'est soit erreur technique, soit erreur rédactionnelle, mais ils ne vous disent pas. Donc c'est quand même dingue ça. Bon, bref, donc j'ai fini par envoyer par lettre recommandée, donc la forme traditionnelle par courrier, voie postale, et quelques jours après, ça a été assez rapide. Ils ont annulé mon quand même. Vous avez quelques jours après, vous avez de la chance, parce qu'en général, ça prend un peu plus de temps que ça. Ça a été rapide. Alors, si vous voulez, je vais lire ce qu'ils disent dans leur énoncé. Alors, il apparaît à l'examen de votre requête que celle-ci est légitime. En effet, les éléments que vous avez produits permettent de reconsidérer la décision prise par l'agent assermenté lors de l'établissement du FPS. Votre FPS a donc été annulé. Eh ben, bien. Voilà. Vous l'avez fait encadrer le courrier? Faites-le encadrer, mettez-le dans l'auto-école. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça, parce que je me dis que tous ceux qui gèrent un peu tout ça sont pas complètement idiots. Enfin, voilà. Oui, autant les sulfateuses le sont. Laurence, j'ai quand même passé beaucoup de temps, une heure et demie, à monter le dossier, scanner les documents, les envoyer, échec. Donc finalement, je suis allé à la poste, vous voyez. Donc pour 39 €, vous savez, le temps, c'est de l'argent quand même. On est une entreprise, petite entreprise. Bon, c'est un peu malheureux. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si l'agent verbalisateur, il a un temps d'analyse et de réflexion avant de valider son infraction. Réflexion, non, c'est totalement automatique. La meilleure preuve, c'est que vous avez des gens... en plus, il n'y a pas de suivi informatique, parce que le cas typique qu'on évoque d'habitude, c'est vous garez votre voiture, vous descendez, vous allez à la borne pour acquitter le stationnement. Entre-temps, il y a la sulfateuse qui passe et vous prenez un PV pour quelques dizaines de secondes parfois. Donc, alors que vous étiez en train de régler le stationnement. Malheureusement, c'est le problème de l'automatisation aujourd'hui de tout un tas de, alors on va dire infractions, même si un forfait post-stationnement n'est pas une infraction, mais le fait qu'il y ait plus d'humains dans la chaîne fait que ça s'est déshumanisé, il n'y a pas d'autre mot. Moi, il me semblait qu'il y avait un délai accordé de 5 minutes, justement le temps d'aller payer, d'aller à la borne et de revenir. De 5 minutes. Non, malheureusement, il y a beaucoup d'exemples où ces fameuses 5 minutes ne sont pas respectées. Voilà. J'ai soumis ce problème aussi à un inspecteur du permis de conduire, à un examen. Il m'a dit, mais normalement, elle passe 2 fois la sulfateuse. Non, à ma connaissance, elle passe une fois. Elle ne repasse pas une deuxième fois. Non, elle passe qu'une fois. C'est toute la limite de ce... Mais en tout cas, bravo de ne pas avoir lâché l'affaire. Donc j'ai contesté, j'ai obtenu gain de cause, mais je vous dis, le temps passé à cette histoire. Alors par contre, leur procédure, la numérique, les plateformes numériques, c'est bien beau, mais est-ce qu'ils pourraient pas aussi les améliorer et nous dire pourquoi ça bug? Parce que j'ai un encadré laconique. Vous voyez, je dis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il manque une virgule, est-ce qu'il manque un tiret, une majuscule? On ne sait pas quoi. Ça, c'est le grand mystère. C'est un peu comme l'amour, c'est que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est pareil et c'est pas le seul site qui est comme ça. Oui, mais celui-là, il s'améliore pas. C'est bizarre parce que au début, la NTS pour obtenir les cartes grises, c'était un petit peu je vais dire le mot, c'était un peu le foutoir. C'était à la galère. Voilà. Et puis maintenant, ça marche plutôt pas mal. Il faut le reconnaître aussi. Mais ça s'est amélioré au fil du temps. Mais en revanche, pour contester les forfaits post-stationnement, j'ai l'impression qu'ils font pas d'efforts pour améliorer justement le site. Ils ont besoin de faire rentrer un peu de sous, je crois. Le fameux rapport. Oui. Le rapport. Le rapport, oui. Le rapport. Mais ça n'a pas de rapport avec la ville de Paris. C'est pas parce qu'il y a rat dedans que ça a un rapport avec la ville de Paris. Bon, voilà, Vincent, écoutez, on a vraiment fait le tour de tout ça. Non, mais c'est important d'en parler pour que au moins ça donne les gens qui sont verbalisés à tort puissent
contester en sachant qu'il y a une issue possible. Voilà. Vincent, on va juste redonner un petit coup de pub pour vous, le nom de votre auto-école. Il faut s'accrocher, hein, pour contester, il faut se battre, on passe un peu de temps, mais ça vaut le coup. Faire, hein. Vincent, je vous propose un peu de pub sur l'antenne, le nom de votre auto-école à Asnières-sur-Seine, en Ile-de-France. Alors, c'est l'auto-école VFC, qui est l'abréviation de votre formation à la conduite. Voie de formation à la conduite. Votre formation à la conduite, VFC. Et c'est aussi les initiales de Vincent, donc votre serviteur, François, mon frère adoré, qui est gérant d'auto-école Osgore, et Canel, ma fille chérie. Eh ben super, voilà. C'est l'auto-école VFC à Asnières-sur-Seine. Voilà. Alors, si on a encore 2 secondes, il y a un thème qui serait bien d'aborder avec M. Besson concernant les JO. D'accord, alors ce que je vous propose, Vincent, ce que je vous propose, c'est effectivement, renvoyez-nous un petit mail, comme ça on va noter ça. Ouais, envoyez-moi un mail et puis je verrai avec Patrice. M. Besson. Parce que les autos pas circuler, ce sera fermé, et même les centres d'examen Nanterre et Gennevilliers seront fermés. Oui, mais c'est un vrai sujet, tout à fait. On vous promet, on va contacter. Envoyez-nous un mail, tout ça, on contacte. On vous embrasse et on vous souhaite un très très bon week-end, Vincent. Au revoir. Vous l'avez constaté, je vous ai donné un peu plus de temps qu'était prévu. Je suis très gentille. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Alors on va parler évidemment Classic Cars avec la voiture, l'une des voitures de l'ami Jean-Luc Moreau. On a le droit de se la péter de temps en temps, quand même. Oui, mais il n'y a pas que moi qui en ai. Voilà. En fait, c'est la voiture de collection la plus, plébiscitée par les journalistes. Il y a beaucoup de journalistes automobiles qui ont une Mazda MX-5. C'est pour dire que et d'ailleurs celui qu'on va accueillir, Nicolas Valeano, qui est journaliste, spécialiste, on peut dire, de la MX-5. Voilà, alors, attendez, en possède une également. Nicolas Valeano, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Vous travaillez pour qui ? Plein de monde. Je suis indépendant, je travaille pour différents magazines auto, pour l'Argus, pour Autojournal, pour Auto Heroes, et puis aussi pour l'automobile sur des médias plus traditionnels. Et ben voilà. Comme ça, on sait presque tout de vous. Voilà. Et on sait que vous aimez la Mazda. Et vous en avez une aussi. Exactement. Et d'ailleurs, Jean-Luc, elle est à un an près la même que la tienne, on peut le dire. Ouais. Elle est rouge aussi, la vôtre ? Elle est rouge aussi. Ouais. D'ailleurs, Mazda avait fait, je crois que c'était il y a 2 ans, avait réuni tous les journalistes qui avaient des MX-5. On s'est tous retrouvés. En fait, on est extrêmement nombreux à avoir cette voiture. Alors, on va revenir, un peu en arrière. On va revenir en février 89. Juste, mon ami Jean-Luc, je vous coupe la parole, c'est que notre ami Julien, qui réalise l'émission, a mis des extraits de cette Mazda en vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. On la voit pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la MX-5, mais cela dit. Donc on est en février 89, on est aux États-Unis, on est au salon, je vous laisse le dire, Nicolas, au salon de Chicago. Présentation de la MX-5, et ce qui est très marrant, c'est que, alors quelque part on va être très fiers, il y a un journaliste automobile qui est en partie à la base de ce projet. Exactement. C'est qui ? C'est un journaliste automobile américain qui s'appelle Bob Hall, qui à l'époque travaillait pour des magazines automobiles connus aux États-Unis, qui était assez fan du Japon, qui allait beaucoup, qui a fait un stage là-bas, qui parlait un peu japonais, et qui était aussi très fan des roadsters anglais et italiens des années 50-60, parce que son papa en avait. Et donc il a grandi avec ce type de voiture. Voilà. Et il s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que Mazda ferait pas un petit roadster dans l'esprit ? Alors, l'inspiration, elle vient d'une Lotus. Oui, alors, esthétiquement, clairement, le Lotus Elan, qui date de 62, dont les designers de Mazda ont repris pas mal d'éléments. Mais de manière générale, je dirais qu'elle reprend le style, c'est un peu une compilation du style de ces voitures de ces années, des MG, Triumph, Alfa, Fiat et autres, et qui avait complètement disparu au moment en 79 où il en parle à Yamamoto-san, qui était le patron de la recherche et développement de Mazda, et qui lui demande qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Bob, qu'est-ce qu'on doit faire comme voiture? Il lui dit on va faire une voiture de sport légère, lightweight sports car. Voilà. Et il la dessine. Très moche, mais il la dessine.
Ouais, c'est lui qui la dessine en plus. Alors un dessin très simple, ça a été en fait la clé du succès de la voiture, outre aussi un plaisir de conduite immense. Et là, je vais vous parler de mon expérience à moi, puisque quand j'ai essayé la voiture lors de la présentation internationale, il y a eu une présentation internationale en France qui était du côté de Saint-Tropez. À l'époque, je me suis tellement amusé au volant de cette voiture que j'ai dit un jour j'en achèterai une. C'est vraiment génial. Et je crois qu'il y a plein de gens, la MX-5, on peut être séduit par l'esthétique, mais au volant, c'est une voiture, c'est l'exact opposé du Renault Scénic diesel de l'époque. C'est clair. On est vraiment, c'est le plaisir de conduite. Je sais pas, vous, Nicolas, je vous demanderais de définir cette MX-5 en quelques mots. Vous diriez quoi ? D'abord, elle est légère. 950 kilos dans sa première génération, et d'ailleurs, même la 4e génération qui est là aujourd'hui reste à peu près au même niveau de poids. Elle est équilibrée, facile à conduire, mais on peut vraiment, comme vous disiez, s'amuser à son volant. Elle est faite pour ça. Elle est conçue pour ça. C'est pas un dérivé d'une berline qui aurait été décapitée pour faire un cabriolet. C'est un vrai roadster, donc conçu dans cet esprit. Et puis, elle a des sensations hyper directes. Il y a la direction, la boîte de vitesse avec le petit levier façon joystick, avec des débattements très courts. Elle est hyper réactive. C'est une propulsion, donc ça contribue. Propulsion, ça contribue aussi au plaisir de conduite. D'ailleurs, sur les premiers modèles, le pneumatique qui avait été développé, je vais y arriver, par Bridgestone au départ, autorisait une dérive du train arrière. C'est-à-dire, c'est un pneumatique qui autorisait de glisser. Donc, quand on avait les pneus d'origine, alors je crois qu'ils ont ressorti d'ailleurs des pneus qui correspondent aux pneus d'origine de l'époque, on arrivait dans les virages à être en travers, on se prenait pour un pilote de rallye. C'est ce qui contribuait aussi au plaisir de conduite de la voiture. Et ce qui a fait aussi son succès, parce que c'est devenu le roadster le plus vendu de l'histoire, qui a dépassé ainsi la MGB, qui était le roadster le plus vendu auparavant, aux alentours de 500 000 exemplaires. Et là, je crois qu'on a dû dépasser largement le million maintenant, Nicolas. Exactement, ça fait déjà quelques années que le million a été dépassé. C'est vraiment un succès incroyable en 4 générations. Ouais. Est-ce que ce qu'on raconte là, comme anecdote, que au Japon, ceux qui planchaient sur le projet le faisaient en dehors de leurs heures de travail parce que c'était pas jugé comme prioritaire? En fait, c'est vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde voulait cette voiture, mais personne n'y croyait en fait chez Mazda. C'est-à-dire que le business case, le calcul du bénéfice qui pourrait être fait avec cette voiture, mais personne n'y croyait. Les marchés répondaient ah non mais on va jamais en vendre, etc. Et puis un jour, ils ont pris un des modèles qu'ils avaient fait, enfin un modèle de design qu'ils ont amené aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle des clinic tests, c'est-à-dire la montrer à des clients potentiels face à d'autres voitures. Les gens ont vu cette voiture, 80% ont dit je la veux. Et ils étaient prêts à payer, je ne sais pas combien de dollars de plus que ce que imaginait la vente Mazda. Ouais, incroyable. Et là, ils ont été convaincus. Ouais. Alors aujourd'hui, l'avantage aussi de cette voiture, c'est que il y en a beaucoup, c'est extrêmement fiable et c'est accessible. Ça coûte combien une Mazda MX-5 ENA, donc la première génération? Alors, tout dépend de son état. Elle peut faire beaucoup de kilomètres et être encore en très bon état aujourd'hui. Au départ, elle était vendue, j'ai recherché ça, à 115 000 francs à son lancement, soit 23 000 € à peu près d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en trouve en excellent état, vraiment autour de 10 000 €, mais on en trouve aussi des beaucoup plus accessibles, qui sont peut-être un petit peu moins parfaites, qui ont plus de kilomètres, mais autour de 6 000 - 7 000 €. J'ai eu un peu peur avec la connexion téléphonique. Non, donc c'est un moyen de se faire plaisir. C'est vraiment celui qui veut démarrer une collection, c'est la voiture sans souci. Alors, faut éviter évidemment les modèles qui ont subi du tuning, parce que à la fois ça leur fait perdre la valeur, et souvent, on perd les qualités intrinsèques de l'auto avec le tuning. Bon, en tout cas, un grand merci de nous avoir permis de rentrer dans l'histoire de cette voiture, et puis, Nicolas je pense Valenao. qu'on se refera une petite balade bientôt. Valéano, journaliste et spécialiste de la Mazda et journaliste auto, également que vous retrouvez dans tous les quotidiens, les hebdomadaires, les mensuels qui parlent de voitures. Bon week-end, Nicolas. Il est parti. Allez. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Puis grâce Sud Radio, parlons vrai. Vous venez nous retrouver au 0826 300 300, vous aussi. Quand vous voulez, vous êtes les bienvenus, comme ce sera le cas également avant la fin de l'émission. Allez, dans quelques instants, nous allons parler de Compare Auto Parts, le premier comparateur de pièces auto en ligne. Si vous recherchez à acheter des pièces auto, restez avec nous. Bosch Car Service, entretien et réparation
réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et avant la fin de notre émission, vous avez la parole au 0826 300 300. Questions, avis, vous recherchez à changer de voiture, vous n'hésitez pas. Venez rencontrer l'ami Jean-Luc Moreau. Et puis, maintenant, si vous aimez réparer, si vous avez besoin de commander des pièces auto, on va accueillir Yann Gissel, cofondateur de Comparauto Parts, qui est le premier comparateur de pièces auto. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour Yann. Alors c'est vrai qu'on en parlait au début de l'émission, Laurence, il y a des comparateurs pour les assurances, pour les voyages, pour les hôtels, pour l'électroménager, pour tout un tas de choses. On imagine qu'avec Internet, il y a des comparateurs pour tout. Et un jour, Yann, alors qu'il y avait quand même un passif assez lourd dans le milieu, puisque c'est lui qui avait fondé Yaka Roulé. Donc Yaka Roulé. Oui, voilà, donc qui vend des pièces auto. Un jour, Yann s'est dit, tiens, mais il n'y a pas de comparateur. C'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est passé, la création de Comparauto Parts. Oui, en gros, c'était de dire que je remarquais en fait que beaucoup de clients allaient sur plein de sites internet pour acheter leurs pièces systématiquement. Donc je me suis dit, on va peut-être leur faciliter la vie et créer un comparateur pour qu'ils puissent avoir tout sur le même site et pouvoir savoir en gros sur quel site acheter la pièce qu'ils cherchent en gros. Bon, alors expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez voir tous les sites qui vendent des pièces en Europe, c'est pas simplement en France. Vous récupérez toutes les données, comment ça se passe ? Alors, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, on est plutôt franco-français, mais effectivement, on a vocation à être européen dans un avenir assez proche. Et en fait, de manière très concrète, nous, on va aller regarder le prix et les caractéristiques de toutes les pièces qui sont vendues par les principaux sites en France. Et en fait, on les rend accessibles aussi simplement que quand on va sur un site, c'est-à-dire qu'on met son immatriculation, on indique la pièce qu'on veut chercher par des familles de produits, et après, pour chaque pièce, il y a des différents prix qui sont donnés pour les différents acteurs. Par exemple, vous voyez une plaquette de frein d'une référence X, vous voyez les différents acteurs qui proposent cette plaquette de frein et au prix auquel ils la proposent. Et après, vous pouvez aller directement sur le site en question pour acheter la plaquette de frein de vos rêves. C'est vrai qu'on c'est mieux que le diamant, souvent en fait. Plaquette de frein. Ouais. Oui. Vous taquinez. Il y a de grosses disparités de tarifs sur une même pièce chez les vendeurs. Alors, parfois, oui. Alors déjà, il y a une grosse disparité de tarifs entre la vente en ligne et la vente physique, on dira. Mais il y a aussi parfois une grosse disparité entre la vente en ligne elle-même. C'est-à-dire que pour différents types de pièces, des fois, vous avez des sites qui vont être super pas chers. Des fois, c'est l'inverse. C'est vraiment au cas par cas. Mais il peut y avoir des disparités de tarifs qui sont de l'ordre de 40 à 50%. Ah oui, c'est important. Quel type de pièces on peut trouver ? Est-ce qu'on trouve tout ? En gros, toutes les pièces qui correspondent tout du moins à l'entretien automobile. Alors il n'y aura pas de pièces de carrosserie, il n'y aura pas d'accessoires auto, on ne va pas comparer des produits d'entretien, mais par contre tout ce qui correspond à l'entretien automobile, du freinage, de la filtration, de l'embrayage, de l'alternateur d'énergie, tous ces produits-là, en fait, qui correspondent à l'entretien courant de votre véhicule, vous pourrez les trouver sur comparautoparts.com. Vous référencez combien de... Alors, référencer des références, vous référencez combien de sites, en fait. Combien de références de pièces au total ? Alors, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on fait, entre guillemets, un pitch sur 7 sites en France, qui représentent à peu près 95% du marché de la vente en ligne en France. On a un catalogue de 4 millions de références, et aujourd'hui, on compare 1,2 million de références, parce que toutes les pièces ne sont pas distribuées par tous les sites. Donc ça fait des sommes un peu importantes. Enfin, normalement, il y a largement de quoi trouver l'entretien pour sa voiture. Bon, et comment vous faites ? Vous commencez tôt le matin et à la main, vous relevez les prix des 1,5 million de pièces. Non, c'est tout ça pour... On a à peu près 2 millions de petits Chinois. Oui. Et, en fait, si vous voulez, on a une technique, on a deux sources d'informations. La première, c'est qu'on va nous-mêmes, avec des petits robots, chercher les informations quotidiennement en fait sur les sites. Déjà, dans un premier temps, et il y a aussi certains sites qui nous envoient ce qu'on appelle des flux, c'est-à-dire qu'on est branché en direct et ils nous renvoient leur prix au quotidien en instantané. Bon, alors...
Tout à l'heure, j'évoquais les comparateurs de prix là, des voyages, des hôtels. Le problème des comparateurs de prix des voyages et des hôtels, c'est que au passage, ils prennent une marge. Normal. Est-ce que vous aussi, vous prenez une marge sur les pièces quand on passe par Compare Autoparts ? Alors, de manière très concrète, le prix que vous voyez sur Compare Auto, ça sera le même que vous trouverez en fait sur les sites vers lesquels on renvoie. Après, il peut y avoir un décalage de centimes, vous savez, parce que on est passé à 10 heures et le prix a changé à 11 heures. Et souvent, c'est des différences qui sont vraiment infimes. Donc, le prix que vous voyez sur le site, c'est bien le prix que vous verrez sur le site sur lequel vous allez acheter votre pièce. Ça, c'est le premier point. Après, nous, en termes de marge, on vit essentiellement de l'affichage publicitaire. C'est-à-dire qu'il y a des publicités qui sont affichées sur notre site. Et ça, c'est notre principale source de rémunération. Donc, on n'a pas vocation à prendre des marges, en fait, sur le prix de la pièce. Après, il peut y avoir parfois ce qu'on appelle des rétrocommissions, mais on parle de montants très infimes, du genre 1-2%. Donc, ça n'a pas d'enjeu et ça ne change fondamentalement pas le prix, comme ça peut être le cas souvent dans ce qu'on appelle les marketplaces, où là, les internautes, enfin, les sites, en fait, vont augmenter les prix pour pouvoir encaisser, si on veut dire, le coût du surcoût d'être sur certaines marketplaces. D'accord. Il y a des professionnels qui peuvent... Il n'y a pas de différence. Il y a des professionnels qui peuvent faire appel à vous, enfin des garagistes qui viennent de chez vous ou non? Alors, nous, on a tout type de population qui viennent chez nous. C'est juste les personnes qui veulent avoir quelque chose de pratique pour pouvoir savoir où acheter leurs pièces. Donc, il y a des pros, il y a entre guillemets des semi-pros, et il y a aussi des particuliers. Hein. Il y a vraiment tout type d'horizons qui viennent chez nous. Bon, alors pour ceux qui veulent trouver Compare Autoparts, on vous laisse les plaies parce que ça va être quand même la difficulté, c'est de trouver le site parce que l'orthographe, vous aimez bien tout ce qui est un peu compliqué. Il y a qu'à rouler avec un K à l'époque. Vous jouez beaucoup au Scrabble. Oui, mais il y a qu'à rouler, c'est simple. Non, mais il y a qu'à rouler parce que vous l'avez vu écrit. Oui, c'est vrai. J'avoue, monsieur le juge. J'avoue. Ça fait plusieurs fois que j'ai dit ça cette semaine. Compare Autoparts, ça sera pareil quand tout le monde l'aura vu. Alors, comment ça s'écrit? Voilà. Alors, ça s'écrit KOMPAROTOPARTS.com. Et en fait, c'est Compare Auto Parts pour la partie anglaise des pièces auto. D'accord, bon, ça va. CompareAutoparts.com .com, bien sûr. D'accord. Bon, on y va. Moi, je l'ai utilisé, en fait. D'accord. C'est comme ça que vous l'avez rencontré, en fait. Ouais, non, pas du tout. Mais je l'ai utilisé et effectivement, j'avais besoin d'acheter des amortisseurs pour une de mes voitures et je me suis rendu compte que c'était du simple au double les prix pour la même référence de pièces. Hein. Ah oui. Du simple chez eux, enfin de ce que vous avez trouvé grâce à Compare Auto, les comparatifs, en fait. Voilà. Le comparatif des vendeurs, de ceux qui vendaient les pièces, ça allait du simple au double le prix. Et donc, bon, évidemment, j'ai acheté. Alors, en plus. Vous comparez les prix, mais pas que les prix, vous comparez le service aussi. Et ça, il y a que vous qui pouvez le faire. Oui, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on est les seuls à faire peut-être au monde par rapport aux comparateurs de sites Internet. C'est-à-dire que avoir une notion des prix, c'est très bien, c'est important, mais c'est surtout, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a commandé? Et en fait, chaque mois, on fait des commandes comme Madame Michu, en fait, sur chaque site Internet et on mesure tout et on restitue, en fait, ce qui s'est passé chaque mois sur chaque site aux internautes. Donc, on appelle ça le baromètre mensuel de la pièce auto en ligne et on mesure tout. On mesure le délai pour être livré, comment ça se passe quand on commande, si jamais la pièce ne va pas et qu'on la retourne, comment ça se passe également, combien de temps on a pour être remboursé. Enfin, tous ces éléments, en fait, qui font que c'est important pour la vie d'un site Internet quand on commande, et ben on les mesure. Donc, il y a 27 critères qui sont mesurés chaque mois. C'est un peu fastidieux, mais c'est hyper important. C'est vraiment pour savoir, voilà, j'ai trouvé la bonne pièce au bon prix, mais comment ça se passe après, c'est aussi important que le prix parfois. Oui, puis en termes de confiance, bravo. C'est encore plus important aussi à ce niveau-là. Bon. Top, on a tout vu. Merci beaucoup Yann. Alors, on rappelle, Compare Autoparts. Et ça vous coûte rien d'aller voir, c'est le cas de le dire, ça vous coûte rien, puisque en fait, il n'y a pas de commission au passage, donc c'est le prix, vous êtes sûr d'avoir tous les prix du marché. Compare Autoparts, vous tapez cela sur votre moteur de recherche et vous le trouvez. Salut Yann Chissel. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, cofondateur de Compare Autoparts. On va finir l'émission dans pas longtemps. Exactement. Donc on va accueillir un auditeur pour être avec nous et pour conclure ce rendez-vous. Eh ben tant mieux. Alors c'est tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Salut Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Luc, bonjour Dame Laurence. Comment ça va? Très bien, et vous? Ah bah magnifiquement bien, on vous écoute. Bon, je suis très heureux propriétaire d'une Auris de 2013, hybride. Toyota, donc.
Toyota, qui est chaussée j'ai la chance qu'elle soit chaussée en 15 pouces. D'accord, donc des petits trous. Voilà, donc elle est plutôt économique, mais ça a été un choix par défaut quand j'avais changé mon véhicule à l'époque, parce que les Prius hybrides simples et hybrides rechargeables étaient un peu trop chers et pas disponibles justement en 15 pouces. Et je suis tombé il y a pas longtemps sur l'annonce d'une Prius justement rechargeable de 2012. D'accord, donc une Prius 3, oui. Une Prius 3, donc avec 52 000 km. Donc, ce que je voulais savoir, c'est si la voiture, puisque elle utilise donc une batterie rechargeable, est-ce qu'avec son âge, est-ce que la batterie a encore suffisamment d'autonomie pour être intéressante au niveau de l'usage? Parce que je suis sur la région bordelaise, à Talence, dans l'appellation Pessac-Léognan. Merci. Laurent. Et donc, je fais 60 km par jour pour me rendre à mon travail. Donc, une partie ville et j'ai une partie rocade dans le périphérique bordelais. Et le défaut de mon Auris actuel, c'est que quand je suis pris dans les embouteillages, la batterie se décharge très vite et après je tourne en thermique. Oui. Alors, même avec cette Prius 3 rechargeable, faut pas vous attendre, même si elle était neuve, qu'elle sortait de l'usine. À l'époque, on annonçait 25 km maxi. C'est un des premiers hybrides rechargeables qui est sorti. Alors bon, je commence par la fin. Fiabilité, c'est la même mécanique exactement que la Prius 3. D'ailleurs, ça doit être la même sur l'Auris que vous avez. 1,8 litre, 99 chevaux, 136 chevaux au total. Sauf que la différence par rapport à votre voiture, c'est que là, la batterie, c'est une chimie différente. Vous avez du nickel métal hydrure sur la vôtre et là, c'est du lithium-ion. Mais les Japonais ont ceci de particulier que quand ils développent une nouvelle technologie, ils sont extrêmement prudents. Ils sont même parfois trop prudents. Donc, avec cette nouvelle technologie à l'époque, ils se sont évertués à ne jamais décharger la batterie en dessous de 30%. Ça veut dire quoi? Je vais vous le dire autrement. Une batterie, en général, elle perd de la capacité au fil des années. Logique. Voilà. Bon, quand on la recharge totalement et qu'on la décharge totalement, ça l'use plus vite. Comme nos batteries de téléphone. Exactement. Je vous le fais simple. Quand vous gardez une marge de 30%, au fil des années, vous allez pouvoir grignoter cette marge. C'est-à-dire que vous aurez toujours la même capacité utile de batterie. Donc, les Prius rechargeables, il y en a eu assez peu de vendus parce qu'à l'époque, elle était vendue 9 000 € plus cher que le modèle standard. Oui, c'était très cher. C'était hors de prix. Donc, les Prius rechargeables qui ont été vendus à l'époque ont perdu assez peu de capacité de batterie parce qu'il y avait cette marge importante. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez toujours faire 25 km. À mon avis, ce sera, si vous faites de l'agglomération, entre 15 et 20 km en tout électrique. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus que ce que vous faites avec la vôtre, qui fait en général 2 km quand la batterie est chargée, mais ce n'est pas le but du jeu non plus. Donc, si vous faites beaucoup d'embouteillages, il ne faut pas imaginer être que en électrique tout le temps. Elle est vendue combien cette voiture d'ailleurs? Tiens, vous ne me l'avez pas dit. Elle est vendue à 14 990 €. C'est un professionnel sur la région parisienne. Donc avant de faire la montée sur Paris, j'ai limité à... Bon, dans les défauts, elle est un poil raide par rapport à la voiture que vous avez, parce que comme il y a 80 kg de batterie en plus, bon, les suspensions sont un peu raffermies. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas du Pullman. On peut rouler jusqu'à 85 km/h en électrique, donc c'est vraiment réservé à du périurbain. Comme je vous dis, à mon avis, il faut s'attendre entre 15 et 20 km d'autonomie en tout électrique. Maintenant, il faut voir si ça rentre dans votre cahier des charges à vous. Sinon, elle me paraît effectivement pas très chère. Bon, après, c'est la fiabilité des Prius. Et puis, alors la Prius 3 était un peu moins moche, je trouve. La 4, c'est beaucoup enlaidi. Et la 2 était pas terrible. La 3, finalement, c'est celle qui est la moins moche. Bon, par rapport à votre Auris, vous sentirez pas beaucoup de différence en termes de conduite. Alors si, en termes de conso, si, parce que si vous rechargez la voiture, vous m'avez dit, faites 60 km aller-retour ou 60 km aller et 60 km retour? 60 km au total, sachant que là, je souhaitais rouler en électrique pour la partie urbaine et puis j'aurais roulé en thermique pour la partie rocade.
Ouais. Bah écoutez, non. Si, en plus, marche. est-ce que vous avez une possibilité de recharger quand vous allez travailler, quand vous faites vos 30 km? Malheureusement, il n'y a qu'une seule borne et elle est réservée aux véhicules de la société, malheureusement pas aux ceux des salariés. Ah, c'est bête. Alors, est-ce que on peut recharger une hybride rechargeable sur une prise classique ou il vaut mieux une borne? Mais il vaut mieux dans tous les cas. À partir du moment où vous avez une voiture qui se branche, il faut au minimum une prise renforcée. C'est vraiment le minimum. C'est le minimum du minimum parce que quand vous tirez un courant, même là, avec une capacité qui est pas gigantesque, parce que de mémoire, la capacité de la batterie, ça doit être 4,4 kWh, donc c'est pas beaucoup. Mais si vous tirez tous les jours sur cette prise pour recharger votre batterie, ça va s'échauffer. En termes de sécurité, c'est pas bien. Donc je vous conseille d'installer une prise renforcée. D'accord. Et au niveau du coffre par rapport à l'Auris, est-ce qu'il y a une perte ou on reste à peu près dans un petit peu, mais vous êtes encore à 440 litres, donc ça va, c'est raisonnable. Si vous... j'ai 360 dans la. Bah oui, c'est vrai. Il est petit le coffre. Donc si j'ai 440, c'est très bien. Bon, bah super. Bon voilà, on a fait le tour, je crois. Voilà. Donc l'avis de Jean-Luc est plutôt positif, quoi. Pour recharger, autrement, le temps de recharge de la batterie, le soir quand j'arrive chez moi, une nuit, ça suffit. Largement. 4,4 kWh, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, je me rends pas compte, c'est pour ça. En 5-6 heures, c'est fait. Si vous pouvez tirer sur une prise renforcée à 4,4 kWh, c'est 4400 watts sur une heure. Donc ça va. Donc, et faites installer une prise renforcée au minimum. Ok, Jean-Michel. Donc 2 heures, c'est chargé sur une prise renforcée standard. Voilà. Donc ça a largement le temps. Dans une nuit, tranquille. Bon ben Jean-Michel, on vous embrasse fort. Merci beaucoup. Et moi j'embrasse fortement tous les vignerons de France et en particulier pour vous du côté de Pessac-Léognan. Moi aussi, c'est mon vin préféré. Aussi des agriculteurs. Moi j'en ai plein des vins préférés, dès qu'il est bien fait. Moi j'aime le vin de toute façon. Voilà, avec modération et surtout ceux qui le font. Et on pense à eux aujourd'hui dans cette grande crise de l'agriculture. Moi c'est un domaine qui s'appelle Smith, machin. Je le dirai pas parce que monsieur Jean-Luc Moreau, on se voit la semaine prochaine. Oui, on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas l'essai du Peugeot 3008. On verra ça en détail. À suivre pour Sud Radio. Vous avez rendez-vous puisqu'on parle de vin avec l'équipe d'Alain Marty pour une vino. Et puis rugby cet après-midi. François Trio, Alexandre Priam. Je crois qu'il y a un truc avec l'Italie qui va se passer dans le week-end. Allez, restez sur Sud Radio bien sûr. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto.